Il y a un défi tout nouveau qui est venu presque à notre insu et qui, depuis un siècle, est celui des générations à venir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Et ça, c'est tout nouveau. Nous ne l'avons pas décidé, mais c'est nos actions qui l'ont peu à peu amené. En 1950, il s'est produit ce qu'on appelle la grande accélération. Nous sommes passés de l'Anthropocène, 12 000 années d'un climat très stable qui a permis l'agriculture, l'expansion des civilisations, à ce qu'on appelle l'Anthropocène, l'âge, avant c'était donc l'Holocène, pardon, l'Anthropocène, l'âge dans lequel l'homme a un impact majeur, le plus grand impact qui soit, sur notre planète. Alors retenez un instant votre souffle, pas trop longtemps, je tente d'imaginer ce que sera l'image suivante en 2010. Et comme vous pouvez le constater, nous avons largement dépassé pour certains de ces paramètres les limites de sécurité. Pour vous donner un seul exemple, celui de l'appauvrissement de la biodiversité, au rythme actuel de disparition des espèces, en 2050, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. La question de l'environnement est bien sûr éminemment complexe, mais si on y change, c'est une question tout simplement d'altruisme et d'égoïsme. Si nous avons la moindre considération pour les générations à venir, nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Elles se diront « vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait ». Nous sommes dans la position, je suis marxiste de la tendance Groucho, qui disait « pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» C'est exactement ce que nous disons, et c'est aussi malheureusement ce qu'a dit le millionnaire américain Stephen Forbes sur la sympathique chaîne de télévision Fox News, lorsqu'il a dit, on lui parlait de la montée inexorable du niveau des océans, « Je trouve absurde de changer mon comportement aujourd'hui pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. Après moi, le déluge. » Donc nous devons faire face à tous ces défis qui tournent, si vous le regardez bien, aussi bien dans le domaine de l'économie, de l'avidité, de la solidarité qui est nécessaire pour l'épanouissement, qui tournent autour de la question de l'altruisme et l'égoïsme. Alors est-ce que vraiment, comme Plaute le disait, l'homme est un loup pour l'homme? Peut-être pas tout le monde quand même. Il y a des gens qui ne sont pas forcément ce qu'on pense. Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt de la banalité du bien qui tisse les gestes de notre vie quotidienne? Ou alors est-ce que, comme dit M. Freud, Sigmund de son prénom, je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du mal, mais en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de bien chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille. Sachez-le, à bon entendeur, salut. Pas tout le monde quand même. Nous avons bien sûr de l'empathie. Vous voyez cet homme qui, à 5 ans, a perdu ses 2 jambes et qui, toute sa vie, s'est occupé d'autres personnes en difficulté, ici ses parents. Il y a aussi la coopération. Ça, c'est aux États-Unis, mais dans les villages dans lesquels j'ai vécu au Bhoutan, lorsqu'on construit une maison, eh bien, tout le monde vient pour vous aider. C'est une grande fête, la joie de coopérer. Et ce n'est pas seulement chez les êtres humains. On m'a dit, il faut bien leur dire que ce n'est pas un montage. Ce cheval et cette chèvre sont des amis, et la chèvre a trouvé c'est un très bon moyen de coopérer pour atteindre les... Il y a aussi, bien sûr, la lutte pour la vie, absolument inexorable pour un cornet de glace. Mais la lutte pour la vie, ce n'est pas Darwin, il a parlé beaucoup plus de la coopération qu'on pouvait étendre à d'autres êtres que nos proches et même aux autres espèces. La lutte pour la vie, c'est le Herbert Spencer, le bulldog de Darwin qui utilisait ce terme. Il se trouve en fait que dans l'évolution, la coopération a été beaucoup plus créatrice pour arriver à des étapes de complexité croissante au sein de l'évolution. Et que nous autres êtres humains, comme le dit Martin Nowak à Harvard, nous sommes des super coopérateurs. Et c'est pour cela qu'il faut passer à un degré supérieur de coopération. L'altruisme n'est plus un luxe, mais une nécessité. Alors, certains se sont dit, l'homme est un loup pour l'homme. Si vous cherchez bien, grattez à la surface d'un altruiste, et c'est l'égoïste qui va signer. Vous trouverez toujours des motivations cachées. Les gens vous diront, je suis allé au secours de cette personne, et après, je me sentais si bien, c'était formidable. Mais est-ce que vraiment, quand on a plongé dans l'eau glacée pour aller sauver un enfant, on s'est dit, je me sentirais très bien quand ça sera fini? D'autres vous disent, vous interviewez ces gens, ils vous diront, mais je n'avais pas le choix, évidemment que j'ai été aider cet enfant. Ah, vous n'aviez pas le choix, vous êtes comporté comme un automate, ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'instinct. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de choix?
C'est que le choix est évident. C'est que le choix est l'expression de ce que vous êtes. Cet homme ne s'est pas dit pendant une demi-heure, est-ce que je lui tends la main, est-ce que je lui tends pas la main. C'est quelque chose de spontané parce que ça représente ce que vous êtes en vous-même. Il y a aussi des personnes comme le pasteur André Trogmé et sa femme Magda et tout le village de Sambon-sur-Lignon qui pendant des années ont sauvé plus de 3000 personnes juives, les ont fait passer en Suisse en dépit de toutes les pressions et des menaces de la commandanture allemande et du gouvernement de Vichy. Bien des sauveteurs, des justes, l'ont fait au péril de leur vie, de celui de leur famille pendant des mois. Ils ne s'attendaient strictement à rien en retour, certainement pas de récompense. Parfois même les voisins se méfiaient d'eux. Ils n'ont pas fait état de ce qu'ils avaient fait pendant parfois des années jusqu'à qu'on les retrouve. L'altruisme véritable, bien sûr, il existe. Au lieu de dire ce sont des saints, ce sont des êtres d'exception, essayons plutôt de redécouvrir cette bonté humaine en nous-mêmes. Elle existe tout d'abord par l'empathie. L'empathie qui est une résonance affective, qui nous fait comprendre aussi cognitivement ce qu'est la situation de l'autre. Rousseau disait « le riche ne sait pas s'imaginer pauvre ». L'empathie, ça ne suffit pas. Si vous ne faites que raisonner, par exemple, avec la souffrance de l'autre, vous allez arriver à un épuisement émotionnel, le burn-out. 60% des personnels soignants aux États-Unis souffrent à un moment donné du burn-out. Il faut une dimension supplémentaire. Il faut la chaleur humaine. Il faut le bon cœur, la bienveillance, l'amour qui imprègne chaque atome de souffrance d'un atome d'amour. Et là, vous n'avez plus de burn-out. S'il y a une usure de l'empathie, il n'y a pas d'usure de l'amour altruiste. Que nous-mêmes, ce potentiel d'altruisme que nous avons en nous, il faut le cultiver. C'est l'entraînement de l'esprit. Ce n'est pas simplement ressentir de la bienveillance pendant quelques minutes, c'est de le cultiver tous les jours, pendant 10-15 minutes, emplir notre paysage mental de cet altruisme, le nourrir, s'il décline, le raviver, si nous sommes distraits, y revenir, c'est ça la méditation. Il faut aussi des points d'inflexion pour que les sociétés changent, ça c'est l'évolution des cultures, c'est possible. Il faut une éducation coopérative, une économie positive, il faut une harmonie durable et non pas un développement impossible qui consiste à remédier, à sortir de la pauvreté 1,5 milliard de personnes, à cesser cette consommation absurde au sommet qui est la cause du réchauffement climatique. Les Américains émettent 200 fois plus de CO2 que la Tanzanie, les Qataris 2500 fois plus que l'Afghanistan. Nous devons donc chercher peut-être ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, trouver cet contentement en nous-mêmes, ne pas le rechercher vainement uniquement dans les conditions extérieures, vivre ensemble. Martin Luther King disait « Soit nous allons survivre comme des frères et des sœurs, soit nous mourrons tous ensemble comme des idiots. » Merci de votre attention.